Lors de mes cours sur les hacheurs, on m'a toujours appris que la tension en sortie d'un hacheur est proportionnelle au rapport cyclique. Non. Et oh, mollo Mario, je ne suis pas prêt à dire que c'est faux. En tout cas, ce n'est pas vrai tout le temps. La plupart du temps, c'est bel et bien le cas, et d'ailleurs, on s'arrange pour que ce soit le cas. Et donc dans cette vidéo, on va voir les conditions qu'il faut réunir pour que le hacheur fonctionne comme on l'attendrait. Il se trouve que ces conditions sont souvent passées sous silence, alors que c'est le plus intéressant. Je vous introduis tout de suite quelques petits exemples. Donc voici 4 petits exemples de hacheurs pour vous montrer que la tension en sortie de VC1, VC2, VC3 et VC4 n'est pas proportionnelle au rapport cyclique qui est égal à 0,1 et de la tension d'entrée qui est égale à 100 volts. Donc le rapport cyclique est identique, et d'ailleurs ici on applique exactement le même signal de commande. En VC1 par exemple, on a environ 27 volts. Avec une résistance passant de 100 à 50, en VC2 on a 20 volts. Donc on va remettre ici. Et en VC3, en passant une résistance de 1 mH à 500 mH, on a environ 36-37 volts. Et là, en tension VC3, avec la même configuration que pour le VC1, mais avec un temps, une période de 100 microsecondes, on est plus autour de 19 volts. On va commencer par un rappel de base. Le rapport cyclique est le rapport du temps de conduction du transistor dans notre cas sur la période totale. Il y a une chose à ne jamais faire, c'est de connecter deux sources de tension différentes ensemble, à cause des courts-circuits, évidemment. Un condensateur est une source de tension. On mettra donc une bobine, qui est entre parenthèses une source de courant, entre le générateur de tension et le condensateur. Si vous ne faites pas ou l'oubliez, ça va juste ne pas marcher, et ça deviendra plus dramatique lorsqu'on s'attaque à de grosses puissances. Maintenant, on a un second problème. Étant donné que la bobine est une source de courant, il ne faut jamais la couper, même un bref instant, sinon, boum. Le taser est basé sur ce phénomène, mais il est dimensionné pour. Et comme on ne veut pas faire de taser, on mettra une diode pour que l'énergie accumulée sous forme de courant puisse s'évacuer. Et comme la diode est si importante, les transistors de puissance en ont déjà une intégrée. J'aimerais maintenant vous montrer une petite vidéo impressionnante sur la coupure de courant d'une ligne à haute tension. Si un courant circule et qu'il y a une bobine, un transformateur par exemple, le courant doit s'évacuer progressivement, d'où cet arc électrique. Je vous laisse imaginer les dégâts quand cette énergie est libérée à un endroit non maîtrisé. Voici le schéma électrique d'un hacheur abaisseur de tension. On verra le hacheur amplifieur de tension une prochaine fois. Le transistor fait office d'interrupteur. On va supposer que le transistor passe de l'état bloqué à conducteur instantanément, et que sa résistance interne est nulle quand il conduit. On va également supposer que la diode a une tension nulle quand elle conduit. On va prendre alpha comme rapport cyclique, et donc le transistor conduit alpha% du temps. Durant ce temps, la bobine va emmagasiner de l'énergie donnée par le générateur de tension et va la restituer à la charge quand le transistor est bloqué. On va maintenant calculer la tension VC, et pour cela, il faut établir les conditions de fonctionnement. En régime établi, il y a deux fonctionnements possibles. Soit le courant de la bobine part de 0 A à 0 secondes, atteint son maximum en I1 à alpha t, et s'annule avant t. Soit le courant de la bobine est égal à I0 à t égale 0, atteint son maximum en alpha t valant I1, et retourne exactement à I0 à t. Ce cas est le plus général et le plus étudié, et on va le calculer la tension VC à partir de cette variation de courant de la bobine. Je me suis rendu compte que mes notations n'étaient pas des plus judicieuses. UL est la tension de la bobine, qui est égale à VL moins VC. Pour rappel, la tension de la bobine est égale à la dérivée de son courant
multiplié par son inductance L. On a donc I1 qui est égal à I0 plus l'intégrale de la tension de la bobine entre 0 et alpha t. Et on a I0 qui est égal à I1 plus l'intégrale de la tension de la bobine entre alpha t et t. Ce qui nous donne que l'intégrale de la bobine entre alpha t et t est égale à l'intégrale de la bobine entre 0 et alpha t. En résolvant cette équation, on a donc Vc qui est égal à alpha u. On retrouve la célèbre équation du hacheur, mais qui est uniquement valable lorsque le courant de la bobine ne s'annule jamais. La bobine n'est pas que là pour éviter les courts-circuits entre les deux sources de tension. Elle est juste indispensable pour avoir une tension en sortie telle que Vc est égal à alpha u. On va voir maintenant les conditions nécessaires pour que la bobine soit toujours conductrice et que l'on ait la tension souhaitée. On va calculer la tension Vc du premier cas présenté précédemment quand le courant s'annule dans la bobine. Et pour cela, on va prendre une autre approche. Pour notre hacheur, la puissance injectée par le réseau est égale à la puissance consommée. On va faire quelques petites hypothèses. On suppose que le transistor, la diode et la bobine ne consomment rien, et que le transistor s'ouvre et se ferme instantanément. La puissance injectée est égale à la tension U multipliée par l'intégrale du courant entre 0 et alpha t. La puissance est une moyenne sur une seconde. L'intégrale est l'air sous la courbe point triangle est égale à 1/2 multiplié par la base fois la hauteur. Donc on a l'intégrale qui est égale à U multiplié par I sur 2 fois alpha fois t. Mais comme on fait la moyenne sur une seconde, cela devient U fois I sur 2 fois alpha. La puissance consommée avec nos hypothèses est égale à Vc carré divisé par R. Comme on l'a vu tout à l'heure, I1 est égal à I0 plus l'intégrale de la tension de la bobine entre 0 et alpha t. Comme I0 est nul, I1 est simplement égal à l'intégrale de la tension de la bobine entre 0 et alpha t. Et on obtient cette équation. Et en réarrangeant les termes, on obtient cette équation du second degré où Vc est l'inconnu. Je passe sur le calcul qui est basique mais un peu long, et on obtient Vc qui est égal à cette expression. Et on va maintenant utiliser cette équation dans un cas pratique. Donc voici ici les 4 hacheurs qu'on a vus précédemment et leurs résultats de simulation ici. Donc ici on a le résultat en VC1, VC2, VC3 et VC4, la tension ici. Donc ici il y a un script que j'ai fait sur MATLAB. Donc on a les valeurs, le rapport cyclique alpha, la tension et la période, 200 micros, et qu'on a mis dans ces valeurs-là, avec la résistance pour le premier cas, R égale à 100 ohms, l'inductance qui est égale à 1 milli, etc. Et même pour les autres. Donc, ce qu'on obtient, on obtient un VC1 à 27,01. Donc là, on est très très proche. Pour 20, on est très proche aussi, enfin on est pareil. Pour VC3, on est un peu plus loin, et pour VC4, on est encore un peu plus loin. Mais on est quand même à 5% près. Avec toutes les hypothèses que j'ai faites, c'est pas trop mal. Donc maintenant, la chose importante est de savoir quelle est la valeur minimale de l'inductance pour que la bobine conduise tout ce temps et qu'on ait en sortie la tension U multipliée par alpha. Donc pour ça, on cherche à savoir quand la fonction qu'on a calculée tout à l'heure, VC1 ou VC2, qui est égale à alpha U. Donc ici, on a la fonction ici, moins U alpha. Donc ici, c'est VC1 avec R qui est égal à 100, et cette fonction-là avec R qui est égal à 50. Donc le but, justement, est de trouver quelle est la valeur en faisant bouger L pour que cette fonction s'annule, Donc,
on a calculé ça, donc ce qu'on donne, on a ces deux fonctions. La première avec VC1 en bleu, on a quand la bobine vaut 9 millihenries. Donc j'ai mis 9 millihenries ici. Et le second, pour VC2, on a quand la bobine vaut après 4,5 millihenries. Donc j'ai fait la simulation, donc en lançant la simulation, on voit les courants, les deux courants ici, le courant de bobine, que là, on est juste à la limite de la conductance. On ne voit pas très bien le courant. Donc là, on est quasiment à 0 volts, un peu plus. Enfin, et il y a toujours conduction. Maintenant, on va voir les tensions. Et là, on a des tensions quasiment similaires, mais pas tout à fait 10 volts. Alors en fait, on a 10 volts, mais pas la tension autour de la tension de la bobine. Il se trouve que dans les calculs, on a négligé la tension de la diode, mais il faut la rajouter. Il ne faut pas oublier de la rajouter quand on veut la calculer. On regarde maintenant ce qui se passe quand on augmente l'inductance. On passe maintenant ici l'inductance à 20 milli, et si c'est celle ici, cas numéro 2 à 10 milli. Donc on est bien au-dessus de la valeur. Donc on va regarder les tensions. Donc les tensions sont bien égales et sont plus stabilisées parce que l'inductance est plus grande. Et donc toujours est égal à 9 et quelques, moins la bobine, donc on a toujours alpha U. Et la conduction, donc ici, il faut avoir que l'inductance, on obtient ça, donc on a bien conduction tout le temps pour cette valeur. Et pour cette valeur aussi, on a conduction tout le temps. Cas particulier des variateurs de lumière. Pour ce type de hacheur, il n'y a pas de bobine, mais il n'y en a pas besoin. Ce qui nous intéresse, ce n'est pas la tension VS, mais la luminosité en sortie. Dans les cas des LED, le courant, et donc la luminosité, augmente de façon exponentielle avec la tension appliquée. Par contre, en appliquant alternativement la tension maximale et minimale, la quantité de lumière est proportionnelle au rapport cyclique. Il y a clignotement, mais si on le fait suffisamment rapidement, l'œil ne le verra pas. Et on s'économise une bobine, une diode et leur consommation inutile. Voilà. T'as pensé que le rapport cyclique, un homme, un italien, et bleu